Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la sclérose en plaques. Nous allons établir sa définition, sa physiopathologie, sa présentation clinique, le diagnostic, l'étiologie et le traitement. Alors, la sclérose en plaques est également appelée encéphalomyélite disséminée. Dans cette maladie, il y a une démyélinisation des nerfs et cette démyélinisation, elle provoque une perturbation du transfert de l'influx nerveux. Alors, la maladie prédomine de part et d'autre du 40e parallèle. C'est généralement l'hémisphère nord, donc le nord des États-Unis et l'Europe. Et ça prédispose, le froid est un facteur prédisposant à la sclérose en plaques. Et on a aussi incriminé le manque de vitamine D. Dans ces régions, l'intensité du soleil est moindre, donc les gens reçoivent moins de vitamine D. Donc deux facteurs qui sont incriminés, le froid et la carence en vitamine D. Alors sur le plan physiopathologie, c'est une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps fabrique des anticorps contre ses propres tissus. Et dans ce cas spécial, les anticorps sont dirigés contre les neurones et contre précisément la myéline des neurones, qui est responsable de la conduction nerveuse. Alors, une maladie auto-immune, et on incrimine aussi un déficit des cellules productrices de myéline. Et il existe un facteur génétique associé, en plus d'un facteur environnemental tel que les maladies virales. L'herpès, l'Epstein-Barr virus sont des maladies prédisposantes. Maladies par auto-anticorps dirigées contre la myéline. Alors voici la présentation d'un neurone normal. On voit ces neuronviers qui sont, on voit cette myéline qui est intacte. Et juste au-dessous, la myéline elle est endommagée et le nerf est affecté. Alors, dans la sclérose en plaques, la vision vient au premier rang des symptômes. Elle peut même atteindre une cécité, mais il y a aussi une faiblesse musculaire et des difficultés de la sensation et de la coordination des mouvements. Alors, la patiente est souvent incapable de fermer un œil avec une chute de la paupière. Il existe une diplopie dans le cadre d'une neuropathie optique. Dans la sclérose en plaques, l'odorat est aussi affecté. Il y a une diminution à sentir les odeurs chez les malades atteints de sclérose en plaques. Alors, il y a une difficulté à avaler. C'est une difficulté de gag réflexe. Ça risque d'ailleurs de causer des fausses routes. Mais il y a aussi des spasmes musculaires et il peut y avoir une chute du pied. Le toucher peut être aussi affecté avec des lésions de grattage et des lésions prurigineuses. Sur le plan sexuel, il peut y avoir une dysfonction érectile et une diminution du désir sexuel. Alors sur le plan statique, il y a une perturbation de l'équilibre avec des vertiges. Si la maladie touche le sphincter urinaire, elle peut causer une incontinence. Généralement, l'incontinence urinaire s'accompagne de dysfonction érectile. Au niveau de la face, la sclérose en plaques peut se manifester par une neuropathie trigeminale. Elle peut également se manifester par une paralysie faciale du type périphérique, ce qu'on appelle la paralysie de Bell. Alors sur le plan psychique, il y a
une dépression, des changements de personnalité, avec des fois des crises de rire inappropriées, ou à l'inverse, c'est même des crises de pleurs. Faiblesse musculaire avec difficulté à la marche, des paresthésies et des lésions spastiques. Alors, le mode d'installation de la maladie, il y en a trois types essentiellement. Il y a ce qu'on appelle le relapsing remitting, ça veut dire que il y a une alternance entre une situation meilleure et une situation difficile. C'est le RR. Il y a primary progressive, ça veut dire que la maladie est difficile dès le départ, depuis qu'elle s'est installée, elle est difficile à supporter. Et puis le troisième type, c'est secondary progressive. Elle commence et elle augmente progressivement, au fur et à mesure les symptômes s'aggravent. Alors, quand les symptômes s'aggravent, s'accumulent de façon progressive, eh ben, ils vont devenir permanents. Alors, sur le plan diagnostique, la résonance magnétique est le meilleur test initial. La résonance magnétique est le test le plus précis pour établir le diagnostic, parce qu'il est spécifique dans 90 à 95% des cas. Mais si pour une raison ou une autre, la résonance magnétique ne donne pas de résultat, on peut faire ce qu'on appelle l'électrophorèse du liquide céphalorachidien. Alors, cette électrophorèse du liquide céphalorachidien, elle va identifier ce qu'on appelle des oligoclonal bonds, des bandes oligoclonales. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement connu sûr pour la maladie, donc ce n'est pas une maladie qu'on guérit. Le traitement, il a pour but de diminuer les attaques et il faut dire que ce traitement, son efficacité est modérée. On utilise aussi la physiothérapie pour améliorer le sort du malade. Et les traitements alternatifs, les médecines alternatives n'ont pas donné leurs preuves. Alors voici comment il faut conduire le traitement. À la phase aiguë, on donne des stéroïdes, prednisone, pour prévenir l'exacerbation. Sinon, on donne des immunomodulateurs. Il y a ce qu'on appelle des modifying thérapies. Il y a l'interféron, il y a le glatiramère et le mitoxantrone. Alors, je vous rappelle que ce mitoxantrone est aussi utilisé dans le traitement du cancer de la prostate. Alors, voyons d'une manière globale. Les membres sont atteints avec des paresthésies spasticité, une paralysie trigeminale, des vertiges, l'atteinte optique avec une diplopie, une incontinence urinaire, des troubles dysfonctiles, mais il faut remarquer que le statut mental, que l'état mental du patient est intact, n'est pas touché. Alors, sur les présentations, il y a ce qu'on appelle le relapsing remission, l'alternance entre une phase meilleure et une phase difficile. Il y a le primary progressive, c'est la maladie, elle est difficile depuis le début. Et secondary progressive, ça veut dire qu'il faut un certain temps pour que la maladie progresse. Alors, dans le diagnostic, la résonance magnétique, c'est le meilleur test. La résonance magnétique, c'est le test le plus fiable, avec 90 à 80% de spécificité.
Mais si la résonance magnétique n'est pas conclusive, on peut faire une électrophorèse du liquide céphalorachidien qui va identifier une oligoclonal bonds. Pour la physiopathologie, c'est une maladie auto-immune avec formation d'auto-anticorps contre la myéline. Sur le plan étiologie, il y a une prédominance féminine, le gène HLA-DR1. Alors, le facteur environnemental, c'est au-dessous du 40e parallèle à cause du froid et de la vitamine D qui est insuffisante. Des infections virales telles que le virus d'Epstein-Barr, l'herpès virus ainsi que le tabac. Alors, le traitement pour les phases aiguës des corticoïdes, pour prévenir l'exacerbation, on utilise des immunomodulateurs, l'interféron, le gastramère et le mitoxantrone. Le mitoxantrone est aussi utilisé dans le cancer de la prostate. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 2 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions et vos remarques sont bienvenues. Merci.